Alors, eh bien, rebonjour à ceux à qui je n'ai pas déjà dit bonjour, et merci d'être venus pour cette conférence, enfin, cet échange, hein, on va dire au sens plus large. Je suis vraiment très honoré d'avoir autant de monde, non, c'est vraiment bien, et surtout Orléans, qui est une ville de roses, donc ça donne une pérennité à la chose qui est intéressante. Alors, moi je vous convie à un petit parcours comme ça, peut-être en dehors des chemins. C'est un peu mon habitude, peut-être avec des choses qui vont vous hérisser le poil, je sais pas, il y a des obtenteurs parmi vous, il y a des pépinéristes parmi vous. Bon, à la fin, on aura l'occasion de débattre, d'échanger, parce que vous savez, des fois, on dit des bêtises, et je vais sûrement dire des bêtises. Alors, n'en faites pas une maladie, c'est un titre qui en vaut d'autres. L'idée, c'est de parler des maladies du rosier, mais parler aussi de notre position par rapport aux maladies supposées du rosier ou aux désagréments qu'il peut avoir. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Oui. Donc il y aura à la fois une partie physiologique, une partie historique, une partie géographique, une partie ADN, enfin soft, hein, tout ça très soft, rassurez-vous. Et puis on va prendre un peu de recul quand même, par rapport à l'histoire du rosier, parce que ça permet de comprendre des choses. Et puis après, on va faire intervenir le facteur humain dans tout ça, c'est-à-dire vous, moi. Quelle est notre position par rapport au rosier? Qu'est-ce qu'on en a fait? Comment ça a évolué depuis des siècles maintenant? Et peut-être tracer quelques pistes pour le futur, parce que tout ça, c'est une histoire en devenir. Le rosier, il n'a pas fini de nous étonner. Alors déjà, essayer de savoir d'où vient le mal, s'il y a un mal. Comment aider le rosier à mieux lutter? Oui, ça fait pas mal de sujets. On va essayer de les aborder tranquillement. Alors déjà en préambule, j'aime les roses. Voilà, c'est un fait établi. Et j'aime les rosiers aussi, parce qu'ils donnent des roses, tout simplement. Sinon, c'est vrai qu'il y a trop d'épines à mon goût. Mais voilà, la compensation, elle est là. C'est aussi un arbuste qui a quand même des qualités incroyables. Je ne connais aucun autre genre botanique qui offre une telle diversité décorative, intéressante à tout point de vue, avec des pores qui vont du ras du sol jusqu'à la draperie qui peut grimper sur un arbre centenaire. Il n'y a pas grand-chose qui donne ça. Donc c'est une vraie diversité, c'est un cadeau de la nature. C'est un genre foisonnant, à tous les sens du terme. Donc profitons-en. Heureusement, ça a déjà été pas mal exploré par nos prédécesseurs. Hein, l'hybridation, ça fait un temps que ça dure. Mais c'est probablement pas fini. On a encore devant nous, j'imagine, de belles années, de belles découvertes, de belles surprises. Et puis, ils ont la qualité de refleurir. C'est quand même aussi un arbuste. En général, vous voyez, les lilas, 3 semaines et après adieu. Bon, le rosier, remontant, évidemment, on est tous là aujourd'hui pour ça, pour admirer sa qualité de remontée. C'est aussi une qualité incroyable. Ça, c'est le côté positif. Et puis, il y a la petite musique. La petite musique, c'est, les rosiers sont souvent malades. Ça m'embête. Pourquoi celui-là, il est en train de régresser? Puis du temps de ma grand-mère, les rosiers, ils poussaient tout ça, ils n'avaient jamais tout ça. Alors, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Est-ce qu'il y a du fantasme? Est-ce qu'il y a un constat qu'il faut établir aujourd'hui? Il y a un vrai problème, une problématique autour du rosier. De quel rosier? Est-ce qu'on peut en sortir? Voilà, c'est autant de pistes. Mais on ne peut pas le contourner. Pendant longtemps, ça s'est fait. On n'en a pas parlé. C'était pas tabou, mais on n'en parlait pas. Et puis, on avait le pollinisateurs pour ça. Aujourd'hui, vous le savez, plus de traitement à base de produits de synthèse dans les espaces verts de ville. Ça fait maintenant un bon bout de temps. Et dans les jardins, c'est fini. Vous avez dans la jardinerie, il n'y a plus. Le truc s'est réduit, il faut demander à un gars qui n'est jamais là. Bref, on va falloir faire avec les moyens du bord. Et peut-être d'abord compter sur le rosier lui-même. Alors, j'ai fait une petite recherche historique pour me dire, depuis quand on en parle de ces maladies? Est-ce que ça nous est tombé dessus récemment? Ou au fond, ça fait longtemps? C'est une grande surprise. On n'en a pas parlé pendant très longtemps. Vous regardez les revues horticoles, vous pouvez les feuilleter depuis la 1830, rien. Années 40, je me suis dit, il va se passer des choses, on a multiplié les rosiers, on a fait des bêtises, rien. À la fin, je me suis dit, avec les hybrides remontants, il va y avoir de la cata, rien. Années 20, rien. Années 30, rien. Il n'y a que dans les années 60, 70, où là, ça y est, avec les revues grand public cette fois-ci, parce que la revue horticole, c'est quand même plutôt une revue professionnelle, ou de connaisseurs, de grands amateurs, là, ça y est, on commence à sortir le pulvérisateur. Mais on n'est pas mécontent, puisqu'on a la solution. Bon, allez, on y va. On va de l'avant. C'était des décennies du progrès, on y croyait. Hein. J'en faisais partie. Hein. Je sortais mon pulvérisateur. Bon, donc vous voyez, c'est quand même une problématique relativement récente. Alors, il faut toujours se méfier par rapport à ça.
parce que les anciens, ils n'avaient pas une propension à parler de quelque chose pour lequel il n'y avait pas de remède. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon, ça fait partie des choses, des aléas de la vie, basta. Donc peut-être qu'il y a une partie de ça qui explique ce silence. Mais il y a aussi tout simplement peut-être le constat que les bienheureux, il n'y avait pas de Marsonia ou il n'y avait pas d'oïdium. On va voir que c'est un peu plus compliqué, quand même. Alors, première description du Marsonia, celui qui nous embête le plus, hein, on va le dire, hein, tache noire, c'est pas seulement ça, c'est que les feuilles tombent, le rosier perd de la santé, puis en 3-4 ans c'est fini, il disparaît. Donc c'est vraiment une problématique importante. Ça, en principe, si ça avait existé il y a un siècle et demi, il s'en serait aperçu, puisqu'il voyait des rosiers disparaître. Alors le Marsonia, ou Marsonina, c'est délicieux avec ces deux petits S, il a été décrit en 1819. Ah tiens, ça fait quand même un bon bout de temps. Il a été décrit par cette dame, à qui je vais dédier cette conférence, Marianne Libert. C'est une dame belge, qui est née dans une bonne famille. Son père était bourgmestre, il était tanneur, ils avaient une belle industrie. Et cette jeune femme a révélé des dons d'intelligence dès le départ. Et à l'époque, ce qui était relativement original, on a dit, elle va faire des études. Et elle a poussé assez loin ses études. À l'époque, elle était dans une partie de la Belgique qui était allemande. Elle est partie en Allemagne pour faire d'autres études. Et elle était polyglotte, et puis elle a commencé à s'intéresser à plein de choses, et à la botanique entre autres. Quand elle est rentrée dans son pays natal, dans les Ardennes, elle a commencé à prospecter tout autour, elle a acheté des livres de botanique, elle a appris le latin pour comprendre les livres de botanique de l'époque qui étaient truffés de latin, vous voyez c'était quand même une cervelle. Et elle s'est mise en relation assez rapidement avec des botanistes. Elle a été utilisée, entre guillemets, par un botaniste qui devait faire le répertoire de toute la flore des Ardennes. Il a utilisé son travail. Bon, bref. Mais il l'a mis en relation avec un des plus grands botanistes de l'époque, Augustin de Candolle, un Suisse, avec qui elle a échangé ensuite toute sa vie. Ça lui a ouvert beaucoup d'autres milieux, d'académies, et ainsi de suite. Et donc elle est devenue une des premières femmes à devenir académicienne, vraiment, elle a montré le chemin pour toutes les autres. Et cette dame, elle s'est spécialisée en cryptogamie. Cryptogamie, c'est l'étude des champignons, grosso modo, lichen et mousse. C'est austère, hein. Et l'anecdote voulait que quand elle se promenait dans ces Ardennes natales, qui sont un milieu assez humide, je crois qu'il y a des Belges parmi nous, bonjour. Les Ardennes, c'est quand même reconnu pour son climat relativement humide, eh bien elle partait herborisée, habillée en fermière avec des grandes bottes. Moi, j'imagine ça devait être quelque chose. Et c'est elle qui a donc identifié pour la première fois, il fallait le faire, que les taches qu'on voyait sur certains rosiers étaient dues à des champignons. Pour nous, c'est une évidence aujourd'hui, on le sait. À l'époque, non. À l'époque, on pensait que c'était une plante qui parasitait une autre plante. Ce qui n'était pas complètement idiot. Bon, les champignons ne sont pas des plantes, mais enfin, ce n'était pas complètement stupide. Mais on n'avait pas fait le lien entre cryptogame, champignons, c'est des champignons microscopiques, il faut vraiment prendre une bonne loupe pour voir qu'ils ont quelque chose qui ressemble aux champignons. Elle l'a déterminé. Elle ne s'est pas arrêtée là, c'est pour ça que vraiment c'est une grande dame, cette dame. Elle a été la première à identifier le mildiou de la pomme de terre. 1845, catastrophe en Europe, rappelez-vous l'Irlande et tout ça, c'est elle qui a dit la première fois, c'est un champignon. Moi je dis chapeau. Donc voilà, c'est décrit 1819. L'oïdium, ça va être à peu près juste après, à peu près dans les mêmes eaux, 1820, 1830. Et à l'époque, ils s'en plaignent, mais ils s'en plaignent juste pour le côté esthétique. Ils disent voilà, ça abîme un peu la fleur, le buisson. Pour les bouquets, c'est pas joli, mais c'est pas grave. Marsonia, on n'en parle pas. Hein. Je vous parle que de l'oïdium. L'oïdium a été détecté, on sait, on l'appelle le blanc, le meunier. Il attaque aussi la vigne, à peu près à la même époque. Alors c'est là où c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'il était européen ou est-ce qu'il venait d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'elle a déterminé le Marsonia à ce moment-là? Est-ce que c'est parce qu'elle était spécialiste des champignons et qu'elle s'y intéressait? Ou au fond, est-ce qu'il n'y en avait pas avant, tout simplement? Et s'il est arrivé, il vient d'où et comment? Ça en fait des questions. Moi, je me suis posé des questions avec cette conférence. Alors, il y a un troisième champignon important, qui est la rouille. À la rouille, on connaît. La rouille, elle est bien de chez nous, elle attaquait déjà les céréales, c'était une plaie. Théophraste en parle déjà 3 siècles avant notre ère. Donc ça, on a identifié, c'est sous les feuilles, ça fait des pustules, c'est vilain. Ça affaiblit aussi beaucoup les rosiers. Ça atteint les rosiers, en particulier, qu'on connaissait à l'époque, les galliques, les mousseux, et ainsi de suite. Donc ça, c'était répertorié, c'était vu. Mais ça ne les choquait pas plus que ça. D'ailleurs, si vous allez dans une roseraie historique à la Île-et-Rose,
Vous voyez que même les rosiers atteints par la rouille, bon, ça va, c'est pas joli, mais ils n'en meurent pas. À côté de ça, vous voyez des rosiers sensibles au marcionat, là vous le voyez. Vous voyez que c'est défoliation. Donc tous les rosiers de la série Gallicanée, Centifolia, Mousseux, Damas, Alba, Gallica, Portland, ils ont de la rouille ponctuelle, ça ne les gêne pas. Ils chopent parfois un peu de marsonia. Si vous l'avez vu chez vous, si vous en avez, vous voyez bien qu'il y a des taches noires. Ce pas les mêmes. Elles ne sont pas rondes, elles ne sont pas opulentes. Elles restent circonscrites dans les petites nervures, comme si le champignon était stoppé, était bloqué. C'est pas comme si il est bloqué, il est stoppé. Il est arrêté là, il n'ira pas plus loin. Le rosier a été capable de l'identifier, de le stopper, ça ne lui plaît pas. Peut-être tout simplement que le côté coriace des rosiers de cette catégorie-là suffit à ne pas plaire, finalement, à ce marsonia. Imaginons, s'il vient d'ailleurs, s'il est habitué à autre chose, peut-être que ce qu'on lui a donné ne lui convenait pas, pour l'instant. Alors, pourquoi est-ce que le marsonia fait la différence? Pourquoi est-ce qu'il peut défolier totalement un rosier sensible, qui va mourir, et pas d'autres? Alors, d'où il vient? Moi, je lance une hypothèse, et puis là, d'ailleurs, on travaille pour voir si elle est bonne ou pas bonne, c'est le but du jeu. Je pense qu'il serait venu en Europe, à partir du moment où on a commencé à introduire des rosiers de l'Extrême-Orient, de Chine. Alors pourquoi? Pourquoi cette hypothèse? Parce que les rosiers chinois, on a commencé à les introduire assez tôt au début, 1740-1750. Linné, on a eu des exemplaires mais desséchés, hein, comme il aimait bien, lui il aimait bien les herbiers, c'était plus simple. Donc il a pu décrire, il a pu nommer, mal d'ailleurs, à cause de lui on a Rosa indica qui n'a rien d'indica, mais enfin bref. Il y avait déjà une trace. Mais les vrais rosiers vivants de chez vivants, c'est à la fin du siècle, 1790, on va les voir. Ce sont des rosiers qui viennent directement de Chine, de la Chine du Sud, Canton, une Chine qui est subtropicale, et où là le rosier vit très bien. On ne parle pas de marsonia non plus. Il vient, il arrive en Europe, on ne parle toujours pas de marsonia. Mais est-ce qu'il ne porte pas le marsonia? Et est-ce que lui, parce qu'il a coexisté avec le marsonia, ça va pour lui? Mais est-ce qu'il n'est pas en train de mettre la zone chez nous? Je vais faire un parallèle avec la vigne. Vous savez que la vigne européenne, vitivinifera, elle est chez nous depuis le temps des Romains et des Gaulois. Là aussi, on ne parle pas de maladie. On parle d'insectes. Même chose chez le rosier. On se plaint de la tentraide, des pucerons. Mais on ne parle pas de maladie. Pareil pour la vigne. La vigne poussait. Et puis d'un seul coup, arrive l'oïdium. Tiens, on a déjà entendu parler de lui. Arrive le mildiou. Et là, c'est une catastrophe. La moitié du vignoble européen est zigouillé en quelques années. Donc là, des vignerons qui étaient habitués à voir les choses tourner correctement, ça va sur eux une véritable catastrophe. Mais pourquoi? Maintenant on le sait, c'est qu'on avait introduit des vignes nord-américaines par curiosité, voilà, pour voir. Bon, on a vu, hein. On a vu qu'on avait introduit le loup, mais on a introduit le loup aussi avec la vigne qui a permis ensuite de faire des hybrides sur lesquels on a pu greffer nos cépages et sauver la mise. Donc bon, ça s'est sauvé de ce côté-là. Pour le rosier, c'est un peu plus compliqué. On a peut-être introduit que le loup, pas le reste. Bon, on va voir. Donc, les vrais arrivages, ils arrivent à la fin du XVIIIe siècle. Old Blush, alors qui porte un nom plus compliqué, il s'appelle Parsons Pink China. Parsons, c'était le nom du riche propriétaire anglais chez qui il a fleuri pour la première fois. Il faisait des noms à rallonge comme ça. Bon, heureusement, on a fait plus simple depuis. Et les Anglais l'appellent Old Blush, le vieux buisson, le vieux blush, ça veut dire la teinte de la carnation. Et le deuxième, c'est Slater's Bengal. Alors Bengal, vous allez me dire, il est passé par l'Inde. Oui, il est passé par l'Inde, mais il n'a rien d'indien. C'est un rosier chinois. À l'époque, c'était la compagnie de l'Est de l'Asie qui faisait tout ce trafic avec le thé, puisque ils cherchaient le thé, hein, les Anglais déjà à l'époque. Et donc, c'est en important tout ça, ce brave homme qui est à gauche, enfin brave, pas trop que ça, mais enfin bon, qui s'appelle Joseph Banks, qui a réellement créé de toutes pièces pratiquement la folie des plantes des Anglais, ça vient de lui. C'était vraiment lui, il a insisté, il a mis les bouchées doubles, il a créé Kew Gardens à Londres, il a entraîné le roi dans sa folie, il a armé des expéditeurs, il a payé les gens pour faire ramener des plantes, enfin vraiment, il a lancé le mouvement côté anglais. Mais il faut savoir que ces deux rosiers, aussi bien le rose que le rouge, ont été importés en France pratiquement les mêmes années. Hein. Il y avait des échanges à l'époque, ça se faisait très bien, même pendant la Révolution. Même pendant la Révolution, on traficotait ces petites boutures. Et on voyait le port très singulier de ces rosiers. Bon, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nos rosiers à nous? Pourquoi c'était si intéressant de les faire venir? Bon, vous savez tous la solution, ils sont remontants. Eux, ils refleurissent tout le temps. Ils refleurissent tout le temps sous un climat subtropical. Bon, c'est ce qu'on oublie de dire, mais enfin, ils sont capables de refleurir.
Et ça, c'est quand même une qualité, on tirait la langue. Hein. Parce que bon, nos damas, nos centifolias, il y en avait qui remontaient, mais enfin, c'est pas la gloire. Là, c'était garanti. On appuie sur le bouton, ils fleurissent. Ils ont une forme de fleur aussi originale, à laquelle on n'était pas habitué. Ces boutons très turbinés, ces fleurs un peu pointues, il y a un peu d'élégance dans le port, ça retombe, et puis il y a du parfum. Un parfum différent là aussi. On est habitué au parfum de rose, la rose de Provins, pouf. Là, on a des roses plus fines, peut-être une autre envie de parfum, donc ils complétaient bien. Donc on les fait venir. Est-ce qu'on n'a pas fait venir avec autre chose? Donc on les a multipliés tout de suite à la folie, parce que cette qualité de remontée, c'était un vrai plus. Et puis on a commencé à les marier, parce qu'ils font beaucoup de graines. Donc c'est bien, c'est des bons parents. Donc allez hop, on va commencer à hybrider. Alors à l'époque, c'était pas calculé, il n'y avait pas de... On mettait tout ça, les abeilles faisaient le boulot, on ramassait les graines, on semait beaucoup, énormément. On semait jusqu'à 100 000 semis par an pour les plus gros rosieristes, qui étaient français, il faut le dire à l'époque, et qui ont commencé à développer à partir de ces roses tout le début des premières roses modernes remontantes. Alors, à l'Ail des Roses, j'ai été dimanche pour réviser un petit peu mes souvenirs. Je suis tombé sur lui, Rosa chinensis odorata. Je ne suis pas certain de son appellation, mais bon, il donne aussi l'idée de ce qu'on pouvait faire venir à l'époque. Des Rosa chinensis, il y en a pas mal. Hein. Et alors, ce qui est drôle, c'est que maintenant, les botanistes chinois sont en train de refaire l'histoire à rebours, parce qu'ils disent, bon, vous avez tous baptisé à votre mode, nous, on aimerait bien mettre des noms chinois. Ils ont raison. Et en deux, il faudrait voir qu'est-ce qui est parti en Europe. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu plus de mutations en Europe qu'il n'y en avait dans leur pays d'origine? C'est autant d'interrogations qu'on peut se poser. C'est pour ça que je vous dis, on n'a pas fini d'explorer ce paysage chinois. Donc ils ont été mariés avec les rosiers galliques, qui vont apporter un parfum différent. C'est en particulier le cas avec les suivants, ces deux-là, Humsblush Tea Scented, qui sent le thé. Bon, thé, c'est pas... Mais voilà, c'est une autre odeur, c'est une odeur différente. Et puis ce sont des ports différents, ce sont des façons de présenter les fleurs différentes. Et toujours en allant à l'Ail des Roses, j'ai fait tout le tour pour ce coup-ci, et ce qu'on ne fait pas toujours, et j'ai été dans la partie des roses thé, justement, qui sont directement issues de cela. Et je dois dire que, je dois avouer, quand je connais bien la roseraie, je ne les avais jamais vues jusque-là. C'est-à-dire, je passais, je ne les voyais pas. Et là, eh bien, je dois dire qu'ils défendaient bien leur partition. Ce sont des rosiers camelots. Canton, en été, je pense qu'il doit faire un bon petit 40 degrés. Donc la chaleur ne leur fait pas peur. Ils se développent bien, ils ont un feuillage magnifique, léger, élégant, un port un peu pleureur. Et peut-être que mon goût a changé. Peut-être qu'avant j'aimais les rosiers raides, que maintenant je suis capable d'aimer des rosiers plus alanguis. Et ils ont une vraie qualité esthétique. Donc je pense que chaque période est capable de revisiter un petit peu le passé. Alors, ils ont été donc multipliés. Ils ont été utilisés comme parents, et ça va donner naissance à deux grands groupes, les rosiers thé d'un côté, et les noisettes. Je simplifie, hein, sinon on ne va pas rentrer dans les détails. Et d'autres que ceux-là, les fameux Bengales, vont donner naissance aux Bourbons, cette fois-ci. Pourquoi Bourbon? Parce qu'ils sont passés par l'île de la Réunion, où il y avait déjà des roses qui étaient là, un peu remontantes, et hop, on a croisé là-bas, ça a marché, hop, je te passe au suivant. Et de même que les noisettes ont fait un petit détour par les États-Unis. Donc vous voyez, il y a des petits crochets. Déjà, on sent que la génétique va être compliquée. C'est que le début. Mais donc on voit déjà se diversifier le genre, avec des rosiers qui ont des pores différents, qui ont une qualité esthétique différente. Et évidemment, c'est que le début de la frénésie. Donc là, je peux vous dire que les semis, ils ont continué. Après, ça va donner naissance à un grand groupe qu'on appelle les hybrides remontants. C'est un peu fourre-tout entre nous, hein. Enfin bref, ça nous arrange bien. Donc tout est dit, ils sont hybrides et ils sont remontants. Remontants, ouais, des fois, pour toujours, à leur genre, certaines années bien, faut tailler, c'est un peu technique. Hein. L'hybride remontant, c'est pas je tourne la clé et ça marche tout de suite. Et puis ils ont une qualité quand même assez généralisée, c'est qu'ils sont raides. Hein, et c'est pas un hasard. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le marché du rosier, certes, il y avait des rosiers dans les jardins, mais là, on tapait plutôt dans les rosiers grimpants, pour faire de l'effet, ou faire des arceaux, enfin tout ce côté un peu 19e, mais c'était surtout la rose à bouquet. Voilà. Et pour faire des beaux bouquets, il faut de la tige, donc il faut un peu de raideur, il faut que ça se tienne. Donc les hybrides remontants, quelque part, ils avaient cette vocation à servir en rose à bouquet. D'autant plus que les expositions de l'époque étaient faites uniquement, ou quasi uniquement, avec des rosiers, des tiges coupées.
Alors, parfois ils étaient forcés en serre, mais enfin, en général on les coupait, on les présentait dans des vases, et voilà. Donc, par définition, ça privilégie, on ne jugeait pas le rosier, on jugeait la rose. Et ça, c'est le début de la catastrophe. Parce que quand on commence à dissocier les deux, ça y est, on ne voit plus les feuilles tachées, on ne voit plus tout le reste, on ne voit pas le port désorganisé, on ne voit pas tout ça, on voit que la rose. Alors, à partir des années 1880, ça y est, on sent bien qu'il y a quelque chose qui marche moins bien. Est-ce que c'est tout ce trifouillage génétique qui aboutit à des impasses? Parce qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on réenclenche une nouvelle série, une nouvelle branche, en fait, on a rétréci, on a fait un goulet d'étranglement, on obtient quelque chose, souvent c'est des semis de hasard, et après on va utiliser à fond. On va marier entre eux avec des parents en fait, qui ont été sélectionnés d'une façon très serrée. Et ça, c'est toujours dangereux au point de vue sélection, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gènes que vous avez laissés tomber, et en particulier, on le sait maintenant, les gènes de résistance aux maladies, et quelques-uns qu'on commence à connaître, on sait aujourd'hui qu'ils restent dans le premier croisement, donc les hybrides F1 vont être bons, c'est bien, on a tout récupéré, et dès les hybridations suivantes, il disparaît. On ne sait pas pourquoi, ça se dilue, pas comprendre. En tout cas, ça disparaît. Donc il y a un risque, c'est pas obligatoire, mais c'est un risque de voir dans la descendance, c'est-à-dire quand l'obtenteur cherche à affiner une qualité particulière d'esthétique, admettons, il veut des fleurs plus doubles, ou il veut plus une qualité de couleur différente, eh bien, il risque de perdre tout le reste au passage. En cherchant le parfum, on risque de perdre la résistance aux maladies. Et ça, c'est pas seulement une élucubration de Jean-Paul Colère, Orléans, il est resté trop à la chaleur. C'est quelque chose qui m'a été dit, par exemple, par M. Louis Lance, un grand obtenteur belge, qui avait déjà une grande carrière derrière lui, et qui un jour m'a confié, il m'a dit, vous savez, les roses parfumées, oui, bien sûr, on les aime, on les voudrait, mais très souvent, deux défauts, ils ont des fleurs souvent lourdes, un peu pendantes, et puis deux, résistance aux maladies. Ça manque. Donc probablement quelque part qu'il y a des impossibilités ou des limites, on va dire en tout cas, parce que c'est pas impossible, on connaît tous des rosiers parfumés solides, mais quand même, à voir de près. Alors là, on n'est qu'au début de l'histoire, parce qu'arrive 1867, on continue, on va aller vite, vous allez voir. Donc les hybrides de thé. Oui, les fameux hybrides de thé que j'ai vus à l'Ail des Roses, ben voilà, ça donne ce genre de choses. Je dois vieillir, mais j'aime ça maintenant. Et il y a un parfum qui est assez intéressant. Puis alors, je peux vous dire vraiment, voilà, pas une feuille atteinte, vraiment des rosiers, je sais pas, on a l'impression que pourraient faire 50, ils s'en foutent. En plus, ils ont des noms rigolos. Enfin, bon, il faut une bonne mémoire. Hein. Là, c'est des rosiers Nabonnand. Nabonnand est donc un obtenteur français, lyonnais d'origine, qui est parti ensuite sur la Côte d'Azur, Golfe-Juan, près de Cannes, et qui s'est lancé dans cette piste-là, très intelligemment, puisque son marché, enfin, les gens qui lui achetaient des rosiers étaient tous de la Côte d'Azur, tous anglais, et ils voulaient tous des roses pour le début du printemps, puisque la vraie saison de la Côte d'Azur, là-bas, c'était l'hiver et le printemps, surtout pas l'été. Mon Dieu, quelle horreur! Et donc, ils faisaient des rosiers qui étaient capables de fleurir presque toute l'année là-bas, et en tout cas, assurément au printemps. Donc, toute la série des Nabonnand. Je pense, avec de bonnes chances, qu'avec le changement climatique qu'on est en train de subir, les Nabonnand vont remonter. Et on va se mettre à nouveau à taper dans cette génétique, ou à taper directement dans ces rosiers, qui ont de réelles qualités esthétiques aussi. Ils sont différents. En densité de floraison, il y a des choses à redire. Mais moi, j'ai vraiment trouvé intéressant. Un parfum souvent amusant. Vous voyez, c'est pas 14 000 fleurs au mètre carré, mais je pense que bien cultivé, ça doit donner mieux. Et puis ensuite, les hybrides remontants, qui mélangent un petit peu toutes ces caractéristiques, avec des bien connus comme Madame Isaac Perrer, qui n'est pas la dernière à choper les taches noires en général. Elle en meurt, la pauvre. Baron Giraud-Delin, c'est un hôpital à lui tout seul. Sauf que, quand vous regardez dans les littératures, quand vous regardez dans les blogs, vous apercevez qu'il y a toujours des défenseurs de Baron Giraud-Delin, parce qu'il est unique quelque part, cette fleur avec ce liseré et tout, et que vous trouvez des défenseurs qui disent « mais chez moi, il n'est jamais malade ». Alors les autres blogueurs disent « tu exagères ». Et la dame répond, ou le monsieur répond, en disant « oui, mais attention, c'est pas un rosier pour le soleil. C'est un rosier qui déteste le soleil de l'après-midi. Mettez-le à mi-ombre, laissez-le grimper, ne le taillez pas trop, laissez-le grimper, et le même rosier devient sain, florifère, sympathique. » Ah, mince. Donc ça voudrait dire que la sensibilité, ça dépend aussi de l'environnement. On va laisser ça de côté, on va regarder la question tout à l'heure.
Et Eugène Degas, bon, c'est un des innombrables, c'est un abonnant, il a produit, hein. Ça j'aime autant vous dire. Alors, si vous voulez les dates, donc ça vous intéresse, hein, vous voulez tout savoir sur ça. Alors, nous allons voir maintenant où nous en sommes. Alors, souvenir de Gilbert Nabonnand, est-ce qu'on l'a vu? Non. Si. Romarin. Romarin, c'est un rosier de 1888. Gilbert Nabonnand, il a travaillé surtout à partir des années 1860-70 et à la fin du siècle. Il est mort en 1903. Madame Isaac Pereire, 1881. Alors, c'est pas un rosier Nabonnand, c'est un rosier d'Armand Garçon, qui a été chippé ensuite par Jules Margottin, voilà, et qui a donné aussi pas mal de variantes. Alors lui, il est tétraploïde, ça aussi c'est intéressant. Beaucoup des rosiers sont diploïdes. Chez l'Antis, il est diploïde, il est comme nous, quoi. Il a 2 jeux de chromosomes, basta. Là, on a doublé le nombre de chromosomes. Alors ça ouvre des horizons, ça donne de la vigueur en général, ça ouvre des horizons par rapport à des croisements possibles, ça en ferme d'autres aussi, parce qu'après on obtient des choses stériles. Mais on voit déjà qu'au niveau chromosomique, oh, on a tourné la roue là. Barreau-Girodelin, 1887, Reverchon, l'homme de la cerise. Eugène Degas, c'est un Bourbon, et il a été obtenu par M. Degas. Rien de tel que donner son nom à un rosier qu'on vient de créer. Enfin, c'est peut-être le beau-frère. Hein. Alors, ça, c'est déjà une série. Moi, je les ai vus plutôt en bonne santé, mais bon. Alors, là aussi, Souvenir de McKinley. J'adore celui-là, je sais qu'il est au catalogue de Francia. Souvenir du président Porcher. Alors, je l'ai vu aussi au jardin du Pont. Alors, pourquoi est-ce qu'on le voit là-bas? Parce que c'est un rosier orléanais. Vigneron de bien nommé, il l'a créé en 1866. Donc, c'est un hybride remontant. Roche-chou, je confirme. Parfumé, je confirme. Sain, je confirme. Puis alors, il a un avantage, c'est hauteur régulière. C'est à hauteur de genou, bon, il faut un peu se baisser pour le sentir, mais au moins, il ne vous fait pas des tiges un peu n'importe comment. Il est bien, il sait se tenir. Souvenir du président Porcher, je recommande. Francia aussi, voilà. Nous avons 2 avis, ça en vaut mieux qu'un. Et alors, ce monsieur, il a aussi créé Orléanais, Dame patronesse d'Orléans, j'adore le nom, rien que pour ça, je le mettrais. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Est-ce qu'on le trouve encore? On le trouve encore. Et Gloire d'Olivet, donc tous les habitants d'Olivet sont priés d'acheter Gloire d'Olivet, s'il existe encore, pour le mettre, ils seront standards. Donc voilà quelques petits aperçus sur cela. Ensuite, on continue. Alors là, il y en a beaucoup, hein, d'hybrides remontants, donc Princesse de Béarn, je n'ai pas eu grand-chose sur elle. On n'a pas beaucoup parlé. 1885, L'Espérance, 1871, très parfumé, tout ça c'est très parfumé. Hein. Vrai parfum de rose, ample, lourd. Et Paul Early Blush, bah oui, il est sympa aussi. Belle rose, hein. C'est une super mémère, hein. C'est une belle rose. Mais ça a continué, l'histoire continue. Je vous le fais vite. Voilà. La France, qui a fait une vraie rupture, une rupture esthétique. Hein. C'est la première fois qu'on voyait ce genre de rose qui pour nous paraissent tout à fait banal, la rose moderne en quelque sorte. La vraie rose à bouquet turbiné, avec le pétale qui se hurle. Ce qui est drôle, c'est que les peintres l'avaient déjà dessinée avant qu'elle existe. Ben voilà. Elle a été créée, c'est donc Guyot, célèbre Guyot, à Lyon en 1867. Et il y en a eu plein d'autres. Sa petite sœur, Lady Mary Fitzwilliam, création anglaise, qui a une fille célèbre, Madame Caroline Testou. Madame Caroline Testou, là aussi, hein, Barsonia, c'est pas une joyeuse. Mais elle aussi, elle sera mieux à mi-ombre. Et je pense qu'aujourd'hui, en particulier avec des journées comme aujourd'hui, on le sent bien, puis après l'été qu'on a vécu, peut-être qu'il faut réviser la notion de plein soleil pour les rosiers. Je pense que pas de soleil l'après-midi serait peut-être pas plus mal. Alors comment est-ce qu'on s'arrange pour mettre des rosiers là où il n'y a pas de soleil l'après-midi? On tourne autour du jardin, on choisit des façades, on regarde où est l'ombre des arbres l'après-midi. Il y a peut-être une réflexion de fond à se faire autour de ça. Le rosier, tous les rosiers en tout cas, ne sont pas destinés au grand plein soleil. Bien sûr que dans les pépinières, ils les élèvent en plein soleil. Bon, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais peut-être que nous, au jardin, on peut être plus affinés. Regardez de plus près qu'est-ce qui leur convient le mieux. Peut-être. C'est aussi une piste, hein, que je vous donne à explorer. Alors, que je mette un peu de notes, un peu d'ordre dans mes notes. Hop là. Alors, grosso modo, on arrive milieu du 19e, toute la deuxième moitié du 19e siècle. C'est des roses de concours, c'est des roses à parfum, c'est des roses à bouquet. C'est des choses assez sophistiquées. On commence à les multiplier en masse. Et ça aussi, c'est important. On commence à les greffer. Bon, ça fait longtemps. On sait le greffage du rosier depuis un bon bout de temps.
Enfin là, ça y est, ça devient industriel. On greffe sur Canina. Ouf, merci Seigneur. Pourquoi? Parce que le Canina, c'est plus costaud. Donc pendant longtemps, peut-être que ça aussi, ça a contribué à donner des rosiers costauds. Peut-être. Je vous le mets de côté, on va en reparler après. Des roses de concours. Si ça ne marchait pas, ben, le jardinier était là pour les enlever, les remplacer. On ne faisait pas d'état d'âme. Hein. Les rosiers étaient chers, mais les gens qui s'intéressaient aux rosiers avaient des moyens. Hein, des dames, des marquises et tout. Donc on est passé d'une plante rustique, costaud, solide, les galliques, on est passé à quelque chose déjà de plus raffiné, plus beau jardin, plus parc. Et c'est là où on commence à parler quand même, où on commence, pas à l'époque à en parler, mais nous on voit bien que dans toute cette masse de rosiers qui ont été créés à l'époque, il y a les roses à problème. Si je vous dis Zéphirine Drouin, si je vous dis la reine Victoria, si je vous dis Madame Pierre-Roger, tout ça, c'est pas glorieux, hein. C'est souvent de la cata. Alors on tombe sous le charme quand on sent le parfum. On le veut au jardin. Et puis moi, c'est du rosier que j'ai arraché depuis belle lurette. Hein. Donc quelque part, les hybrides remontants, ils avaient un défaut. Et il faut le prendre comme tel. La meilleure preuve, c'est qu'on ne les trouve plus. Il y a un énorme déchet à l'intérieur de toute la création de cette époque-là. Alors, j'ai l'air d'être méchant, je condamne rapidement. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, le rosieriste, l'obtenteur, n'avait pas de brevet. Pas de brevet. Dès qu'il lançait une rose, elle pouvait être multipliée par les copains. On pensait bien qu'il le faisait. Il changeait le nom, tant qu'à faire, mais il le faisait. Donc le seul moyen de gagner sa vie, c'était d'en faire suffisamment, d'en multiplier, de vendre la nouveauté, de passer à autre chose. Donc quelque part, ils étaient condamnés à la nouveauté pour la nouveauté. Qui n'était pas forcément des nouveautés, parce que c'était la énième rose chou. Donc dans les descriptions, ils se prenaient la tête, mais voilà où on en était arrivé. Donc, on part d'un goulet d'étranglement au niveau génétique, on arrive à une énorme diversification, mais qui est juste une diversification de façade. En fait, c'est des trucs qui se ressemblent beaucoup, quoi. Donc si la maladie, si dégénérescence devait arriver, ben, elle arrivait sur tout le groupe. Donc les hybrides remontants, voilà. Alors ils ont réapparu quand on s'est intéressé, nous, à un siècle après, aux anciennes. On s'est dit quand même, on a perdu le parfum dans une pipe, et Paul Néron et toutes ces dames, on les a retrouvées. Mais bon, pas toute seule. Alors, donc la France, on l'a vu, ça donnait naissance aux hybrides dits de T. Avant, on avait les hybrides T, maintenant les hybrides de T, on rentre pour les détails. On continue, c'est la grande époque. Si, voilà, là on est arrivé à quelque chose, on avait quand même des hybrides remontants. Bon, donc ils avaient déjà une qualité qu'on n'avait pas avant. Mais des couleurs qui se ressemblaient beaucoup. Donc maintenant, l'originalité, on va la chercher dans la couleur. Il y a des choses qu'on n'avait pas. On est beaucoup dans blanc, blanc pâle, rose, rose pâle, rose argenté, rouge, rouge solferino, rouge pourpre, basta. Ben oui, c'est un peu, c'est le même registre, quoi. On tourne sur les mêmes trucs. Donc on s'est dit, allez, comment est-ce qu'on peut avoir des nouvelles couleurs, et en particulier le jaune, qui était quand même un truc un peu mythique, ça les titillait. Il existe des rosiers jaunes, il existe des rosiers botaniques jaunes, ça ne se multipliait pas. Donc ça, vous connaissez l'histoire, Joseph Pernet, un Lyonnais, tenace, sûrement abreuvé au Beaujolais, et qui s'est dit un beau jour, ma foi, on s'est trompé, il faut inverser les pères et les mères, je vais prendre le jaune comme père, et je vais prendre des rosiers que je connais comme mère. Et 5, 6, 10 ans après, il décroche le jackpot, enfin des vrais roses jaunes. Vous allez me dire, on en a vu chez les Chinensis, il y en avait des jaunes. Oui, rose, jaune pâle. Hein. C'est pour ça qu'on dit rose thé aussi, parce que ça avait une couleur comme du thé. Donc là, il appelle un vrai jaune. Alors, il est allé chercher où? Chez Persian Yellow. Persian Yellow, c'est un petit de Rosa foetida. Rosa foetida, c'est un rosier venu de Perse. Bon, pourquoi pas? Mais très sensible au marcionia. Là, pour le coup, très sensible. Alors, comment se fait-il que d'un côté, on a des rosiers relativement résistants, qui sont les rosiers galliques et nanana, qui eux viennent à peu près aussi du Caucase et du Proche-Orient? Pourquoi de l'autre côté, on a des rosiers chinois relativement résistants, tout se passait bien, et là, d'un seul coup, patatras, c'est lui, on va le montrer du doigt, c'est toi qui as amené la maladie, qui a amené cette sensibilité. Pourquoi? Alors moi, j'ai une hypothèse toute bête, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Là, je vous raconte un roman, hein. D'accord, hein. Il était une fois la route de la soie. La route de la soie, elle passait toujours dans le même sens. Bon, comme son nom l'indique, on achetait de la soie là-bas, puis on exportait ce qu'on pouvait. On passait par la Perse, mais bon, les rosiers chinois, à l'époque, qui s'intéressaient à la rose de Chine, on avait déjà les roses de Damas, d'Ispahan et tout, donc les Perses n'avaient aucune raison d'apporter des roses qui étaient moins belles que les leurs.
Et donc, j'imagine qu'ils n'ont pas importé les roses chinoises. Donc, quelque part, on n'a pas pu améliorer le stock génétique de Rosa foetida. On est resté avec un rosier qui, lui, était habitué des fortes chaleurs en été, mais des chaleurs sèches. Canton, on est des chaleurs humides. Rappelez-vous, climat de la Chine, c'est la mousson. C'est-à-dire qu'il pleut quand il fait chaud. C'est-à-dire que si vous avez des champignons, ils sont lavés aussi. Ils sont pas... Donc ça peut les favoriser, mais en même temps, ça peut les défavoriser. Si vous prenez un rosier qui, lui, est habitué au climat vraiment sec, chaud et tout, et d'un seul coup, il arrive dans des climats comme le nôtre, où des fois, quand même, il pleut, bon, pas cette année, mais des fois, il pleut, peut-être que là, ça le met dans des conditions particulières pour être sensible. C'est-à-dire, grosso modo, peut-être qu'il n'aurait pas une Marsonia chez lui, parce que le Marsonia serait mort, tout simplement, il n'aurait pas supporté la grande chaleur, et que chez nous, il y avait les deux. On avait fait venir le Marsonia avec les rosiers de Chine, qui le supportaient, et qui ont donné leur résistance un petit peu à leurs enfants. Et de l'autre côté, on a importé un rosier qui, lui, n'était pas résistant, n'avait aucune raison d'être résistant, et a pris ça de plein fouet. Et malheureusement, il l'a donné aussi à ses petits. Donc on va aboutir à ce genre de choses, rayon d'or, et alors après il y en a eu plein d'autres, et puis qui dit le jaune et le rouge, bah, ça y est, on est sur la voie de l'orange, donc ça y est, ça a décoincé complètement toute la palette chromatique. En plus, il y a une mutation dans les années 20 qui fait qu'on a découvert le rouge vermillon, jusque-là on avait des rouges cramoisis, on a découvert le rouge vermillon, ça c'est les Allemands, Deutsche Qualität. On a eu le rouge qui tue, le rouge indépendance, le rouge qui vous arrache les yeux, mais qu'on n'avait pas jusque-là. Et donc, ça y est, on a habitué le public à voir des choses, à aimer des choses. On n'aurait pas dû, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Bon, c'est arrivé. Et puis là aussi, à chaque fois, hop, on obtient ça, on repart avec, on remultiplie, sans se dire, bon, je pars d'une souche, ma base génétique est étroite, on s'en fout. Allez, on va de l'avant, on vend de la nouveauté. Et à partir des années 40, 50, même plus particulièrement, on arrive au brevet, grâce à Madame Meillan. Salutations Madame Meillan. Création Meillan, 1939, juste avant-guerre, il transmet à son correspondant américain. Là-bas, les brevets existent, jackpot quand on rentre, donc millions de dollars, et les établissements Meillan sont fondés. Ça y est, on peut lancer en grand. Deux choses. Un, les brevets, donc là, ça devient intéressant. Là, on est propriétaire de sa génétique. Deux, le grand marché, ça reste la rose à bouquet, la rose de serre, la rose de serre. Et là, on va commencer avec Baccarat et toute la suite, et puis il n'y a pas que Meillan, tous les autres se sont lancés là-dessus, parce que si vous demandez à un obtenteur qu'est-ce qui l'intéresse pour lui, c'est ce marché-là. Quand vous décrochez une rose qui est acceptée comme rose de serre et multipliée en grand, ça veut dire des milliers de trucs, ça veut dire des brevets sur chaque plante, ça veut dire... Bon, donc là, c'est le jackpot. C'est le jackpot, mais pourquoi? Pour des roses, des rosiers qui vont être cultivés sous serre, milieu confiné, surveillé et traité. Autant vous dire que c'est même extrêmement traité. Donc, sensibilité, on s'en fout. Puisque de toute façon, il va être traité. Le champignon n'a aucune défense. Mais c'est des rosiers de... Bon, j'allais dire un mauvais mot. Ce n'est pas des rosiers à utiliser au jardin. Personne ne mettra un Baccarat dans son jardin. Et même Madame Meillan, quand elle est sortie, on s'émerveillait sur sa générosité, son caractère de rose énorme, son gros chou, sur le... Elle est comment maintenant, Madame Meillan? Vous l'avez vue dans des roseraies? Elle n'est plus tellement chou. Elle n'est plus aussi généreuse qu'avant. Il y a un problème. Il y a un problème de dégénérescence. Alors ça aussi, ça tient au greffage. Au début, vous avez quelques pieds, un pied même au départ, puis ensuite quelques-uns. Et ensuite, on va faire que de la multiplication végétative. Je prends un bourgeon et je vais obtenir un clone. Ouais, en théorie. Mais si c'est un bourgeon, du bourgeon, du bourgeon, du bourgeon, au bout d'un moment, les chromosomes, ils se cassent. Il y a des petits trucs qui se font et qui font que vous avez de moins en moins de vigueur. Et moi, j'ai pu l'observer pour un rosier beaucoup plus basique, mais qui est sympa, Marie Curie. J'ai acheté Marie Curie la première année où ils l'ont vendu. Il est magnifique dans mon jardin. Quand je le vois dans les jardineries, ou quand je le vois dans des jardins aujourd'hui, il est moitié plus petit, il est moitié moins beau. Donc, il y a aussi un problème lié au mode de multiplication. Je ne vous parle pas de maladie, je ne suis pas certain que ça entraîne des sensibilités supplémentaires, mais moins de vigueur, ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que, à partir des années 50, c'est arrivé un petit peu avant, on a changé de porte-greffe. On a commencé à tâter du multiflora. Et beaucoup. Encore plus à partir du moment où on a fait de la culture en conteneur. Pourquoi? Parce que multiflora, il adore ça. Lui, ça lui va bien. Canina, il a le mauvais goût de faire une racine qui descend. Lui, ça va, il se complaît.
Et il vous fait des beaux rosiers bien ramifiés dès le départ. Il vous fait des beaux gamins, des ados robustes et solides, sauf que non. Au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, fini. Plus de vigueur, plus rien, n'arrive plus à renouveler. Il s'est trop ramifié. Il a un cœur mal foutu. Le canina, pendant ce temps-là, il a été tranquillo, mais il continue. Il fait des tiges solides, plus coriaces, plus... Bon. Donc là, il y a un vrai problème là aussi, je pense. Alors, c'est sujet tabou, il ne faut jamais en parler aux pépiniéristes. Et si les gars, il faut en parler. C'est comme d'acheter une voiture sans savoir si elle est diesel ou essence. Avouez que ça change quand même les choses. Et bien là, c'est ce qui se passe. Et je pense que là aussi, il y a une remise en question, tranquille, apaisée. Je ne suis pas pour foutre le lance-flamme dans les pépinières. Mais il y a quand même une question à se poser de fond. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que c'est valable pour tout? Est-ce qu'il ne faut pas avoir joué sur plusieurs tableaux? Alors, Multiflora, il est arrivé bien avant tout le monde. Multiflora, c'est un rosier japonais. Japon, Corée, il pousse en bord de mer. Le Japon avait le bon goût d'être un tout petit peu ouvert avant la Chine, donc on l'a connu dès le 18e siècle, mais plus tôt que les rosiers chinois. Donc c'est une vieille histoire. Bon, il faisait des roses en grappe, on n'aimait pas, des églantines, à quoi bon? Donc c'est bien plus tard qu'il a commencé à être utilisé. Hop là. Il a commencé à être utilisé à peu près au début du siècle. Et là, les Orléanais sont pour beaucoup, puisqu'ils sont au début pratiquement de la souche des Polyantha. C'est-à-dire des rosiers plus bas, qui faisaient des floraisons très généreuses, qui cachaient carrément le feuillage, ce à quoi on n'était pas habitué jusque-là. On était habitué à des roses ponctuelles. Là, d'un seul coup, flof, et je remonte, et je refleuris, et j'y vais. Et je suis facile à conduire. Et je fais un effet de masse. Chouette, un effet de masse. J'ai un grand jardin, j'ai une bordure, je vais le mettre. Puis je ne vais pas le mettre tout seul, je vais le mettre avec plein de ses petits camarades autour. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est ce qu'il veut, lui? Ça lui plaît d'être avec plein de copains autour? On ne lui a pas posé la question, on l'a fait. On a imposé à ces rosiers de vivre dans un environnement qui, moi, je pense, ne lui convient pas. Alors ça a duré, ça a quand même duré un siècle, on s'y est fait, mais ils ont beaucoup disparu aussi. Il y a eu beaucoup d'écrémage. Donc se poser aussi une question. Est-ce qu'on n'avait pas, avec ces croisements, là aussi, fait quelque chose qui repartait encore avec le goulet d'étranglement, et puis ensuite une diversification, mais qui n'était qu'une diversification de façade, qui n'était pas réellement quelque chose de foisonnant. Bon, n'empêche que ça donnait beaucoup de bonnes choses. Orléans rose, il porte bien son nom, création de Levavasseur. Le premier Polyantha rose soutenu. Ah, on aimait la couleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pâquerette, j'adore ce nom, Pâquerette, c'est Guyot, c'est un Lyonnais, donc c'est le tout premier Polyantha, c'est le premier qui a commencé à se dire, tiens, Multiflora, je vais venir chercher de ce côté-là. Poulsen, lui, il a donné naissance à toute une série, on peut dire qu'il a fait fortune aussi avec les Polyantha et ce genre de rose, rosa massif, qui poussait bien et généreusement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On arrive à une époque, donc là, maintenant, ça y est, on est dans le XXe siècle, multiplication intensive. Bah oui, puisqu'on va utiliser en masse. Polyantha, on ne le met pas tout seul, on a envie tout de suite d'en acheter par 10. Moi, je me rappelle, les catalogues, très couramment, faisaient par 10 avant, dans les années 70. Bon. Multiplication intensive, donc risque de dégénérescence, de ne pas bien choisir ses bourgeons, peut-être. Une sensibilité aux maladies qui, là, touche ponctuellement certains. Donc ça veut dire que dans le lot des Polyantha, il n'y en a aucun problème, magnifique, on les voit encore fleurir de nos jours. Des Polyantha qui ont un siècle, qui vont bien. Puis d'autres, c'est une cata. Plus une feuille, plus rien, ils ont disparu. Et puis, je rajouterais comme moi, je trouve un problème spécifique des Polyantha qui est la chlorose. Une tendance à jaunir, à ne pas être généreux de ce côté-là. Jusque-là, on n'en parlait pas trop. Quelques nouveaux apports, vous allez voir qu'on a vite, on va finir le côté historique de l'affaire. Les Vishurayana, ce sont aussi des rosiers japonais, feuillage vernissé, très costaud. Ça donnait beaucoup de rosiers grimpants, donc ça a bien complété tout ce qu'on connaissait jusque-là. Des rosiers vernissés, des rosiers vraiment sympathiques, qui avaient juste une petite sensibilité à l'oïdium. Ouais. Enfin, chez Dorothy Perkins, c'est une catastrophe. Mais ils ne l'ont pas tous, donc Dieu merci. Et ça fait quand même, la City of York, c'est de la bonne grosse bête. Ça refleurit, il faut le dire vite. Mais ça fait des sublimes draperies, et puis souvent, quand les gens disent « Oui, mais il y avait ça chez ma grand-mère, et je l'ai encore aujourd'hui, c'est là, on tape là-dedans, dans le Berry Barbier, voilà, c'est ce genre de rosiers qui ont bien traversé le temps. Mais se souvenir qu'ils viennent quand même du Japon, pays plus frais, ils aiment la fraîcheur, et probablement ce sont plutôt des rosiers à mettre à mi-ombre. Et le pauvre Dorothy Perkins, bon, mis à part qu'il est sensible, il le serait peut-être moins si on le mettait à mi-ombre, c'est-à-dire si on le faisait pousser dans des arbres, tout simplement.
Un nouvel arrivage aussi, rosier rugueux, là aussi on est dans des rosiers du Grand Nord. Une grande mode, une folie même. En particulier chez un obtenteur de l'abri, Cochet-Cochet, la famille Cochet-Cochet, ils sont mariés entre eux, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, voilà. Et puis on a fait plein, alors des tapés, il y en a beaucoup qui ont disparu. J'ai envie de dire Dieu merci. Je trouve que c'est pas des rosiers, ouais. Bon, ils sont très costauds. Donc c'est des rosiers, il faut se souvenir qu'ils ont été aussi beaucoup sélectionnés en Allemagne. Résistance au froid. L'Allemagne, c'est quand même difficile de faire pousser des hybrides de thé et des rosiers de thé. Hein. Là-bas, ils sont obligés de les buter. Enfin bon, c'était quand même compliqué. Là, avec les rugueux, j'étais tranquille. Donc, ils pouvaient faire des alignements. C'est un rosier d'autoroute. Hein. On l'a bien vu. Il a été beaucoup, beaucoup utilisé. Mal utilisé, malheureusement. Parce que je dis tout rosier est beau. Il n'y a aucune question derrière ça. Simplement, là, il faut faire autre chose avec que de le mettre en paquet, quoi. Et là, deux petits soucis supplémentaires. Chlorose. Bizarre des fois c'est une branche complète, puis pourquoi? Et puis deux, probablement une hypersensibilité aux pucerons. C'est-à-dire il suffit que les pucerons le piquent un peu, puis d'un seul coup, pof, il va mal se sentir. Donc quand même, il y avait un petit défaut dans le registre. On ne pouvait pas en faire le rosier tout terrain. Hybride de Moscata, ça c'est une création anglaise du révérend père Pemberton, du temps où les pasteurs anglais faisaient de la recherche et obtenaient des variétés. C'est des rosiers que j'adore. Ils me font craquer les rosiers musqués. Pour le parfum, ce parfum d'œillet, ce parfum un peu épicé, de clou de girofle. Et puis une générosité avec des bouquets comme ça de lilas un petit peu alangui. Remontant, oui, on va pas courir après. Assez sain, souvent sain même on peut le dire. Donc des bons rosiers. Mais qui ont eu une heure de gloire, puis après, on s'en est plus occupé. On les a redécouverts grâce à des gens comme Andreev, on l'a redécouvert dans les années 80 en se disant tiens, on avait ça sous la main, pourquoi on ne la remettrait pas? Et notre ami rosieriste belge Louis Lance s'est beaucoup appuyé sur ces rosiers pour recréer des rosiers Moscata. Alors il y en a une quantité astronomique. Ce sont des rosiers incroyables. Moi j'en ai planté chez moi dans des endroits complètement improbables, oubliés pendant 20 ans et complètement envahis tout autour, et ils fleurissent toujours, l'air de dire tralala, je suis là. Et on a continué encore avec la série des couvre-sols, ça c'est plus récent, c'est les années 70. Le premier qui a vraiment marqué le terrain, c'est Soigny, avec donc c'est les créations Meillan. Après tout le monde s'y est mis. Pourquoi? Parce que ça correspondait aussi à une époque où là, il y avait un nouveau marché qui s'ouvrait, le marché des espaces verts. Dans les villes, ils se sont dit, mais attends, les rosiers classiques, ça nous embête un peu parce qu'il faut les traiter, les tailler, c'est technique. Est-ce qu'on ne pourrait pas nous faire quand même quelque chose qui est la qualité des rosiers, c'est-à-dire occuper le terrain, fleurir, sentir bon si on veut, mais fleurir longtemps, et surtout, pas d'entretien. Badaboum, je vous sors ça. Alors là, c'est issu de Rosa sempervirens, comme son nom l'indique, c'est des feuillages quasiment persistants. C'est subrampant, où ça fait des grandes cannes qui occupent bien le terrain. Allez, on passe un coup de débroussailleuse, Jojo peut le faire, c'est au boulot de n'importe qui. On en a usé, abusé, jusqu'à la nausée. Il était temps d'arrêter, parce que moi j'en pouvais plus, Emora et toute la suite. Oh mon Dieu. C'est des rosiers plastiques. Alors plastique au bon sens du terme, c'est-à-dire ils ont une plasticité. C'est aussi des rosiers en plastique. Et quelque part trop. Mettre les uns à côté des autres, mais c'est monstrueux, c'est pas leur rendre service. Écartez-les, nom d'une pipe. Mettez-leur des copains, mettez des graminées, mettez autre chose, faites du paysage. Non. Ça a rendu les jardiniers paresseux, ça a rendu les services techniques paresseux, ça a rendu les villes paresseuses, ça a rendu les jurys de fleurissement paresseux. On en sort, ça y est. Bon, on en sort, mais pas parce qu'ils sont devenus moins bons, ils sont toujours bons. Moi, vous me mettez un maréva, je suis content, je vois bien à quoi il peut me servir dans mon jardin. Et on ne peut pas le dénigrer. À quoi bon? Ce serait injuste. Ils ont de réelles qualités. Mais c'est l'usage qu'on en fait dans le pipe. On arrête, on fait autre chose. Donc voilà, brassage génétique complexe, une utilisation pas toujours adéquate, avec des rosiers qu'on met en plein soleil, qu'il faudrait mieux qu'ils soient à mi-ombre, avec des rosiers qu'il faudrait peut-être tailler différemment, avec des rosiers qu'il ne faudrait pas mettre en masse, avec des rosiers qu'il ne faut pas mettre trop serrés les uns à côté des autres, parce que si vous êtes marcenien, vous tombez à terre et vous éclaboussez votre voisin, c'est foutu. Donc c'est aussi notre façon d'utiliser qui compte. Donc là, on a vu le côté rosier. Vous êtes en forme? On attaque le côté champignon? En route. Alors, on commence par Marsonia, Marsonina pour les intimes, ou Diplocarpon rosae, mais ça c'est fini, on ne l'appelle plus comme ça.
Donc, découvert en Suède en premier, et donc décrit en Belgique par, comment s'appelait la dame? Libert, Madame Libert, qu'il a appelée Asteroma rosae. Alors, il existe plusieurs races physiologiques, probablement certaines plus virulentes que d'autres, et probablement qu'il est capable de muter tranquillement. Donc on n'a pas fini de parler de lui. Il peut y avoir des moments où il est un peu moins méchant, et d'autres où il peut redevenir très méchant. On connaît ça pour le mildiou. Hein. Les fameuses taches noires, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction de la plante, c'est-à-dire le champignon commence à attaquer la cuticule. La cuticule, c'est la cire qui est sur les feuilles, qui est coriace en général, mais il arrive. Il a des enzymes, il arrive à rentrer. Et là, il envoie, ce qu'on appelle un nif, il envoie un petit filament comme ça, pour manger. Les plantes, toutes les plantes, sont armées contre ça. Vous imaginez bien que si le moins de champignons qui passent, la plante trépasse, il n'y aurait plus des champignons, même pas, il n'y aurait plus rien, puisque tout serait mort en même temps. Donc les plantes ont des réactions de défense, elles identifient qu'il y a quelque chose qui se passe, et deux, elles réagissent. Elles réagissent comment? Deux choses, on vide la cellule de tout, peut rien affecter, la bête meurt. Ou on fait ça, et en plus on lui injecte des trucs qu'il n'aime pas, des phénols. Les phénols, c'est plutôt des produits bruns, c'est des produits que va fabriquer la plante. Donc dans tous les cas, c'est une perte d'éléments, c'est une énergie qui est déployée par la plante, mais c'est pas grand-chose, et puis de toute façon, ça résout le problème. Ça permet de comprendre comment les sans-feuilles s'en sortaient. Les sans-feuilles, ils réagissaient tout de suite. Paf, ils ressortaient le truc, ils vidaient, terminé. Pourquoi ces tâches sont juste limitées aux nervures? Dans le cas du Marsonia, il est coriace le gars, donc il se développe un petit peu, il fait ses fameuses taches rondes. Tant que c'est qu'une petite tache ronde, ça va. Au bout d'un moment, ça se calme, la plante va réagir, vous aurez une auréole jaune, ça correspond justement à ce phénomène de production de toxiques vis-à-vis du ravageur. Mais quand il n'y a pas, quand on ne reconnaît pas, je ne reconnais pas le Marsonia, je n'ai jamais rencontré. Il fait toc-toc, je le laisse rentrer. Voilà, déjà un problème. Deux, je ne suis pas armé, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas en forme. Bah, ça y est, les tâches commencent à grossir, elles se rejoignent, au bout d'un moment, ça ne circule plus, la feuille va tomber. Et c'est ça le vrai problème du Marsonia. C'est pas que c'est vilain, c'est surtout qu'une fois que ça s'est rejoint, bah, ça y est, ça tombe. Alors là, j'ai fait quelques photos, donc je l'ai pris sur Jeanne Moreau, pas la dame pour laquelle on a tous du respect, mais le rosier. C'est un rosier très sain, très solide, très costaud. Mais il porte quand même, si vous cherchez bien, du Marsonia. Quand on a regardé tout à l'heure en tant que jury, quand on cherchait, des fois on en trouvait du Marsonia. Toujours en bas, toujours sur les feuilles du bas, proche de la terre. Il faut chercher peut-être de ce côté-là. Et même sur des rosiers résistants, comme Jeanne Moreau, franchement, vous la voyez de loin, vous dites elle est impeccable. Puis vous cherchez bien à vous trouver. Mais vous trouvez ça, c'est-à-dire, bon, un Marsonia pas flambant neuf, qui est limité comme ça, sur une feuille 2, une foliole même des fois, ça suffit. C'est pas plus grave. Pareil sur le grand 8, on le connaît, hyper costaud, c'est pas des feuilles qu'il a, c'est du cuir. Il est taillé dans la tôle, donc très costaud, puis le loin, impeccable, je lui donne 10 sur 10, je regarde de près, je mets 9,5, parce que je vois ça. Mais il faut chercher, hein. Il est vraiment costaud, vous voyez, c'est limité, la feuille ne tombe pas, il va finir sa vie tranquillement avec. Alors, peut-être que ce n'est pas une année typique pour le Marsonia cette année, il n'a pas dû aimer, hein, ça je veux bien le croire. Mais bon, vous allez voir qu'il y en a d'autres qui ont trinqué, même une année comme cette année. Alors, voilà ce que ça donne quand même. Bon, ça c'est à l'ailier rose. Deux grandes plates-bandes, moi j'aurais pas fait ça, mais bon, ils l'ont fait, ils ont osé, ils se sont lancés. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça peut être ailleurs, on a vu ça aussi dans d'autres endroits. Donc, plantation serrée, rosier probablement un peu sensible. Entretien, on ne peut plus maintenant, puisque les gars ils nous interdisent de t'allaiter avec... bon, on ne peut plus. Les purins, on s'y est pas mis. Ici, il y a un programme autour du purin. On fera raconter par Charles qu'est-ce qu'il fait. Et donc, il y a des parades quand même. Mais il faut les faire. Là, peut-être qu'on est passé entre les gouttes. Enfin, les gouttes de quoi, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est une catastrophe. Parce que du coup, le soleil va jusqu'au sol. Si on a laissé 2-3 liserons, ça devient une plantation de liserons. Ça devient épouvantable. Plus personne n'a envie d'y travailler. Si on envoie le stagiaire, il est en dépression, il donne sa démission. Voilà, c'est la cata des catas, quoi. On ne sait plus quoi faire. Et puis Edith Piaf, déjà qu'elle avait trinqué, c'est encore pire. Donc moi je me dis, bon, on leur rend pas service. Et il faudrait voir si les mêmes rosiers, on n'arriverait pas à les sauver autrement, travailler autrement. C'est ça, l'idée c'est de se dire, voilà, c'est pas le rosier qui est en cause, c'est tout le reste. C'est ce qu'on a fait avec.
qui quand même doit interpeller. Alors, donc reprenons notre Marsonia. En été, qu'est-ce qu'il fait? Il émet plein de petites spores au niveau des tâches, et il est capable d'infester en quelques heures. Il est génial. Non mais quand on commence à s'intéresser aux parasites, ils ont des qualités, ils n'ont pas que des défauts, ils sont géniaux dans leur sens, ils sont capables d'infester, ils sont capables... Bon, il est probable que le fait que les gouttes d'eau rebondissent, voilà, ça aide. C'est pour ça que les feuilles situées dans le bas, c'est problématique. C'est pour ça que laisser les feuilles malades au sol, faudrait pas. Moi, je vois pas quel jardinier est capable de mettre sa main dans tout ce fouillis de plein d'épines pour aller chercher les feuilles tombées au sol. Et en 2 semaines, c'est capable de vous ravager une plantation. Bon, c'est le Marsonia, c'est un vrai problème. Alors, l'oïdium. L'oïdium, donc, il atteint surtout les bouts de pouce, les jeunes pousses, les boutons. Alors, il y a une explication à ça. C'est tout simplement qu'il préfère les cellules qui n'ont pas encore de vacuole. Vous savez que les cellules dans les méristèmes, c'est très compact, c'est que du cytoplasme. Et ensuite, quand elles gonflent, elles se gonflent le dos, tout simplement. Et la vacuole qui est au milieu va gonfler, fortifier, donner la cellule adulte, beaucoup plus grande. Mais, oui, ça dilue, hein. C'est comme si vous mettez, qu'est-ce que j'allais dire, trop de vin blanc dans le kir, trop de limonade dans le... voilà. Et ça a moins de goût. Donc l'oïdium, il n'est pas fou, il préfère quand c'est du concentré. Donc les jeunes pousses. Donc on va le trouver sur pas mal de rosiers. Sur certains, c'est franchement désagréable, ça peut être pas joli tout simplement. Mais bon, le rosier il pousse, ça ne va pas le gêner, ça l'affaiblit un petit peu. Sur des rosiers jeunes, ça peut être embêtant. Sur des rosiers vigoureux, ça ne les gêne pas plus que ça. Lui, il a été décrit en 1819 par un copain de Madame Libert, voilà, qui s'appelle Walrod, qui était... Alors, était-il déjà présent en Europe? Ou bien serait-il venu d'ailleurs? Moi, je lance l'idée qu'il est venu d'ailleurs. D'ailleurs, tous les problèmes viennent d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que je prends son petit copain, l'oïdium de la vigne. L'oïdium de la vigne, il est arrivé dans les années 1840, quand on a fait venir des vignes nord-américaines, toujours elles. Est-ce que, parce qu'on a fait venir des rosiers nord-américains très tôt, parce qu'on on a envoyé plein d'explorateurs là-bas, ils ont trouvé plein de rosiers qui n'ont pas servi à grand-chose, hein, Carolinée, Virginiana, etc. On les a cultivés, mais sans plus. C'était de la petite rose, allez, on laisse tomber. Mais est-ce qu'on n'a pas introduit l'oïdium en même temps, hein? Est-ce qu'on n'a pas introduit, plus précisément, des rosiers qui, eux, étaient résistants à l'oïdium, parce qu'ils coexistaient avec lui, mais qui l'ont amené chez nous, et chez nous, il est devenu plus virulent qu'il n'était chez lui. Point d'interrogation. Je vous lance ça, vous réfléchissez. Alors, ensuite, le troisième, qui est assez embêtant, j'ai l'impression, de plus en plus, c'est la rouille. La rouille, je vous rappelle, elle existait déjà, on l'avait déterminée sur les céréales en particulier. Elle a été décrite en 1790, donc plus tôt que les autres. Elle affecte tous les rosiers de chez nous, Alba, Canina, Santifolia, Damascena, Magalius rubiginosa, l'églantier, les braves églantiers, ils portent de la rouille, et parfois de façon sévère, mais sans mourir. Vivent avec. Donc c'est une maladie pas jolie à voir, qui peut faire peur. Est-ce que ça peut tuer les rosiers? J'ai pas d'expérience, j'en ai rarement eu chez moi. Je touche du plexiglas. Est-ce que vous avez vu les rosiers mourir de la rouille? Non, ils vivent avec, ils vivotent, ça les fatigue, et là, probablement, je pense que l'environnement, c'est-à-dire la façon dont elle les fait pousser, intervient sur la rouille. On a vraiment l'impression que c'est un champignon opportuniste. C'est-à-dire, si on lui réunit toutes les conditions, ouais, il va peut-être faire des dégâts qu'il ne ferait pas autrement. Alors, qu'est-ce qui fait la sensibilité à une maladie? Vaste question, à laquelle on n'a pas toutes les solutions. Il y a des gènes de résistance. Aujourd'hui, on a commencé à faire la carte génétique du rosier. On a commencé par le tout premier, celui qu'on a vu, Rosa chinensis. Pourquoi? Parce qu'il est diploïde, donc c'est plus simple, il y a moins de chromosomes. Et on commence, et on a déterminé sur lui des lieux sur lesquels il y a des gènes de résistance, probablement plusieurs. Et ces gènes contrôleraient justement les phénomènes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire d'hyperréactivité, d'être capable de repérer le parasite et de lui envoyer le signal « t'es pas le bienvenu, je zigouille les cellules, débrouille-toi ». Probablement aussi que des rosiers vraiment, franchement, 100% résistants ont la capacité de ne pas permettre aux champignons de pénétrer, c'est-à-dire de bouffer la cuticule. Pour manger la cuticule, c'est une cire. C'est compliqué les cires, hein, au niveau chimique.
Et il faut donc une enzyme spéciale, c'est la cutinase, que certains champignons sont capables de développer. Si la plante est capable d'inhiber la fabrication de la cutinase, tu vas voir ailleurs. Donc ça existe. C'est-à-dire qu'il y a certains rosiers capables de produire cette fameuse inhibiteur de la cutinase. Les rosiers, les variétés anciennes, les rosiers anciens, sont-ils plus résistants que les modernes? Difficile à dire. D'autant plus difficile à dire que quand on évoque les rosiers anciens, par définition, on peut juger que des rosiers anciens qui ont traversé le temps. Ce n'était pas la totalité. Tous ceux qui sont morts, tués par l'évolution, on les a oubliés. Donc si on veut faire un vrai ratio, point d'interrogation. En proportion, c'est difficile. Il y a eu une frénésie. Le rosier est quand même une des plantes qui a été le plus sélectionnée. On compte les variétés, je crois, par dizaines de milliers maintenant. C'est un cas. Donc difficile. Et puis, il faut se souvenir que les cryptogames aussi, les champignons, ont bougé depuis. Est-ce qu'on est sûr que le marconnat d'aujourd'hui, c'était celui d'il y a un siècle? Non. Donc, difficile de juger. Tout n'est pas comparable. Le climat n'est pas le même. Il y a eu un petit épisode froid au XIXe siècle. Est-ce que cet épisode froid a limité les risques? Point d'interrogation là aussi. Là, on vit plutôt un épisode chaud. Est-ce que ça va nous compliquer la vie ou pas? Voilà, autant d'interrogations. Ce qui est, à mon avis, intéressant, c'est de se poser la question, et là, ça vaudrait le coup de mettre des chercheurs là-dessus, c'est comment les pathogènes se transmettent d'un rosier à un autre. Probablement par voie aérienne, mais bon, est-ce que c'est la feuille, une fois tombée au sol? Est-ce que c'est, je sais pas, les abeilles? Est-ce que ça peut être nous, jardiniers, quand on passe? Est-ce qu'il suffit de frôler un rosier atteint et on le transmet au suivant? On a peu de données là-dessus, on ne sait pas trop. On sait quand même globalement que quand on met les rosiers trop serrés les uns contre les autres et qu'ils sont un peu sensibles, c'est la cata. Bon, ça c'est du basique. C'est un basique qu'il faut avoir en tête. Il est probable aussi, et là je reviens aux roseraies historiques, que quand vous rangez bien vos rosiers par catégorie, c'est comme si vous mettiez, je sais pas, les enfants, au lieu de les mettre dans la nurserie, vous les mettez dans le bâtiment des tuberculeux, quoi. Il y a un côté dramatique dans tout ça. Vous regroupez les problèmes, vous regroupez les plantes à problème les unes à côté des autres, en disant si parmi vous il y en a qui vont survivre, je compte sur vous, mais les autres, les autres elles crèvent. Quand je suis allé à la Hierose, je suis désolé, parce que c'est ma roseraie en plus, c'est la roseraie du Val-de-Marne, mince. Il y a des coins entiers où c'est magnifique, c'est verdoyant, il n'y a pas une tache, il n'y a rien, les rosiers botaniques. Allez, tout va bien, les rosetiers, je vous en ai parlé, tout va bien. Les rosiers polyventales, cata. Et il y a des coins entiers comme ça, où d'un seul coup, on voit bien que le fait de les avoir regroupés les polyventas, c'est les tuer. Point. Il faut arrêter. On en discute alors. Alors, la taille. Est-ce que par hasard, on n'apprend pas les problèmes en taillant? Tailler, c'est amputer. Tailler, c'est affaiblir. Tailler, c'est aussi vouloir obtenir une deuxième floraison. Ou une troisième, une quatrième, pourquoi pas, tant que ça fleurira. Tant que ça fleurira. Pour des rosiers qui vont utiliser toutes leurs réserves pour fleurir, jusqu'au gelé, qu'est-ce qui va leur rester après comme réserve pour repousser après? Est-ce qu'il ne faudrait pas les calmer? Est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu moins gourmand à ce niveau-là pour se dire, voilà, je permets aux rosiers de se reconstituer? Point d'interrogation. Est-ce qu'on est certain qu'on taille d'une façon physiologique? Je pense que c'est des réflexions qu'on doit intégrer maintenant dans notre paysage. Je fais toujours la comparaison avec la vigne, parce que c'est deux plantes très cultivées, très multipliées, et où la France est plutôt dans les bonnes places. Il y a toute une interrogation aujourd'hui sur la taille de la vigne. Parce qu'on est conscient aujourd'hui qu'en taillant trop ou en taillant mal, on affaiblit la vigne. On la rend plus faible par rapport à des virus. Alors on attaque le virus, on attaque la cicadelle qui transmet le virus, c'est une stupidité totale. Parce que de toute façon, le virus, il restera. Et si vous avez affaibli votre vigne, c'est ça qu'il faut regarder en premier. C'est pourquoi vous avez affaibli votre vigne. Pourquoi depuis le début, depuis sa naissance, vous avez fait une mauvaise taille. Et je vous invite à regarder, il y a vraiment une réflexion de fond par rapport à ça, où on réfléchit en termes de flux de sève. C'est-à-dire, on se dit maintenant, il faut préserver chez la vigne cette capacité qu'elle a, c'est une liane, à transmettre le plus loin possible tout ce flux de sève. Et si on l'interrompt, si on le rend plus compliqué, eh ben oui, forcément, il y a des zones où ça va plus circuler, le bois va mal vieillir, va pas prendre de réserve, ça repoussera de moins en moins, la vigne s'affaiblit. Est-ce que c'est pas la même chose chez le rosier?
Le vieux bois chez le rosier, c'est ça, c'est là où il met ses réserves. C'est là où il met tout ce qui va lui servir à repousser par la suite. Est-ce qu'en taillant trop, ou mal, ou pas de façon appropriée, on ne le limite pas dans sa capacité de repousse? Donc quelque part, même si, bon, mauvaise année, il a chopé quelque chose, il pourrait quand même s'en remettre, sauf que on a taillé, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait. C'est une réflexion. Je ne dis pas que c'est une solution, mais c'est une réflexion. Je mettrai aussi une réflexion autour du paillis. Ah oui, parce que avec les restrictions budgétaires, il n'y a plus que deux jardiniers là où il y en avait 8, personne n'a aimé désherber autour des roses. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se dire que le paillis c'est la solution, parce que ça va résoudre les problèmes de mauvaises herbes, entre guillemets, des plantes spontanées indésirables? Quel paillis mettre? Esthétiquement, bon, les paillis clairs, je trouve que c'est une horreur. C'est une horreur. Arrêtez avec le lin, le chanvre, le cannabis, le je sais pas quoi. Ah non, arrêtez, arrêtez, ça se fume mais ça se met pas au sol. Mettez des paillets foncés. Est-ce qu'il faut mettre des paillets? Alors ici, on verra, on va les mettre sur le green aux jardiniers. Ils ont une autre politique, une autre façon de faire. Vous avez vu le résultat, ça me plaît. Mais est-ce que la toile, ça me détruit, la paille, la toile synthétique? Est-ce que la toile qui se dégrade, est-ce qu'il faut passer par là? Et puis au fond, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre un côté sur une jambe de bois? Au fond, quel est le problème? C'est qu'il y a de l'herbe qui s'installe. Ben, mettons autre chose. Mettons autre chose. Mettons d'autres plantes, des plantes compagnes. Les Anglais, ils ont une longue expérience, mais ils trichent. Quand ça ne va pas, ils remplacent. Bon. Mais on commence aussi à avoir une réflexion autour de ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre autour de ces rosiers? Qu'est-ce qu'on peut mettre au pied des rosiers? Au terme de ce que j'ai pu gratouiller dans mes réflexions, je dirais qu'en premier, l'ennemi du rosier, c'est le rosier. Ils n'aiment pas être entre eux. Ils chassent, ils s'envoient des toxines. Et vous le savez bien. On ne met pas un rosier après un rosier, on est obligé d'attendre. Alors on a eu une discussion tout à l'heure avec une dame qui m'a dit « Mais si, au bout de 10 ans, on peut y aller, c'est fini. » Il a jeté son venin, après il est tranquille. C'est comme s'il avait fait l'espace libre autour de lui. Oui, enfin, il a fait l'espace libre autour de lui. Et on ne pouvait pas mettre quelque chose d'autre qui lui ressemble, ou qui pourrait être concurrent. C'est quoi la concurrence pour un rosier? Est-ce que c'est une plante couvre-sol? Quel couvre-sol? Quel type de couvre-sol? Couvre-sol avec des vraies racines? Ou alors juste à fleur de terre? Est-ce que c'est un couvre-sol maigre qui est capable de se passer d'arrosage en été? Parce qu'on va arroser de moins en moins. Ça ouvre toute une perspective qui est à la fois esthétique, parce qu'il faut que ça mette en valeur, que l'un se mette en valeur par rapport à l'autre. Et le rosier, il a besoin de faire valoir. Tout seul, des fois, il s'ennuie. Et en même temps, il ne faut pas non plus tirer trop la couverture. Donc ça ouvre tout un champ de réflexion, et je trouverais intéressant de comparaison, d'échange, de réseautage entre roseraies et amateurs de rosiers. Après, une réflexion aussi par rapport au changement climatique. Est-ce qu'il faut qu'on réagisse par rapport à ça? C'est ce que je vous disais par rapport au rosté, peut-être au rosier d'abonnant. Peut-être qu'il faut se dire, tiens, retapons là-dedans. Peut-être qu'on a laissé de côté des choses qui pourraient être intéressantes aujourd'hui. Après, là, il faut regarder du côté humain de la chose. En général, dans toutes les conférences autour des roses que j'ai pu faire, j'apporte toujours un moment donné où je dis, j'ai la solution. J'ai un remède 100% écologique, 100% efficace par rapport aux rosiers malades. Ça vous intéresse? Vous voulez le connaître? La bêche. Prenez la bêche. Le rosier, c'est simple à arracher. Une grosse racine, pouf, vous le sautez, vous le mettez au feu, hop, la vie est belle. Ah oui, il n'y a plus de problème. Je pense que dans pas mal de cas, c'est ce que nous devrions faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vous a vendu quelque chose sans vous donner le défaut. Voilà. C'est comme de vendre, je sais pas, une voiture qui a 3 roues. Donc vous ne le direz pas tout de suite. Enfin bon, vous voyez, un truc, c'est pas bien, quoi. Donc là-dessus, je pense qu'il faut une réflexion de fond par rapport à ça. Mieux acheter, peut-être moins acheter, acheter mieux, acheter en connaissance de cause, poser les bonnes questions, regarder son jardin. Qu'est-ce que j'ai dans mon jardin? Comme niche écologique, intéressante. Ne pas forcer le rosier à pousser là où il n'aurait pas envie de pousser. Tout à l'heure, en rigolant avec mon jury, je leur disais, tiens, ça c'est un rosier pour potager. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien que c'est une bonne bête, un chandelier, bon, au jardin affreux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas grand-chose, mais des fleurs sublimes, des beaux bouquets. Bon, on va le mettre au potager, parce qu'on voit bien qu'il a envie, ce petit gars. Il a faim, quoi. Il aura faim très vite. Allez,
on le met au potager, surtout s'il est greffé sur multiflora, basta, il va pousser, pendant 15 ans, il va donner ce qu'il faut, au bout de 15 ans, la bêche, pof, terminé, on passe à autre chose. Bon, ce sont des solutions. Tout ça pour dire que le rosier, les rosiers, c'est vrai qu'ils sont généreux, ils sont capables de donner beaucoup de choses, mais ils ne sont pas passe-partout. Aucun rosier n'est passe-partout, Dieu merci. C'est à nous de faire notre boulot de jardinier, c'est à nous d'avoir une réflexion critique par rapport à ça, et de se dire que peut-être que la sensibilité, c'est moi qui l'ai provoquée, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors après, est-ce qu'il faut s'acharner et se dire, oh, quand même, un rosier Rodelin, j'en rachète 10 et je vais les essayer dans 10 endroits? Bon, on se calme. Il y a des roseraies pour ça. Hein. Vous allez dans une roseraie, vous en profitez pendant une journée ou une demi-journée, ça évite d'avoir à les prendre, mais après, quand vous voulez vraiment les acheter, on achète chez un spécialiste, on achète chez quelqu'un avec qui on peut avoir un dialogue, un discours, avec qui on peut échanger vraiment, lui apporter des informations et en extraire aussi de l'autre côté. Et pour terminer, avant quelques petites vues de jardin, est-ce que j'ai explosé le temps? Oh non, ça va. Bon, ça va. Je m'en pour votre avis. Une question que je me suis posée, je me suis dit, mais au fond, les roseraies, est-ce que c'est pas le pire ennemi du rosier? Bon, c'est une question. Là, on a vu une roseraie exceptionnelle, super bien entretenue, bravo les jardiniers. Ils sont là-bas au fond, salut, j'aurais déjà dit tout ce que je pense. C'est vraiment une très belle roseraie. Et si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller au fond du jardin, au bout du jardin. Vous allez voir les rosiers utilisés encore d'une autre façon, paysagère, libre, avec des plantes vivaces, ouf, bien écartés les uns des autres, un régal. Et des rosiers lianes, ouais, on en veut. Donc il faut aller voir aussi de l'autre côté. Et si vous êtes curieux, et si vous y emmène, vous allez voir la roseraie bis, où ils mettent le doublon de ce qu'on a vu, cultivé autrement. Et c'est drôlement intéressant. Parce que même un petit rosier jaune qu'on a vu qui était tout misérable, numéro 8 je crois, vraiment une pauvre petite chose, mais là-bas, il est beau. C'était pas la même technique, pas la même façon d'utiliser. Là, il se révèle, et là-bas, il est déplorable. Ah. Alors, ici, je dis, c'est une belle roseraie, bien entretenue, tout va bien. Mais il faut se souvenir de l'ancienne roseraie, parc de l'Assaut. Vous vous en souvenez, les anciens, là, hein? C'était une cata, hein? Hein, c'était une cata, hein? Hein, c'est une cata. On y est allé tout à l'heure. À la place, ils ont mis des dahlias. Sublime. Allez-y voir, j'ai du beau dahlia. Dahlia de compétition. Bah, peut-être qu'un lieu où on fait pousser du dahlia, c'est pas un lieu où on met du rosier. Hein, faudrait peut-être se limiter dans les... Bon, d'ailleurs, la preuve en est, ils ont rapatrié la roseraie ici, et c'est très bien. Donc voilà, question de fond. On a besoin de roseraie, parce que c'est quand même un endroit qui permet de faire le tour de la question rapidement, d'avoir des émotions, parce que quand même, visiter une roseraie au moment où ça explose, c'est un bonheur. Mais derrière tout ça, on ne rend pas service forcément aux rosiers, ou alors, il faudrait passer à des roseraies de l'an du 21e siècle, des roseraies travaillées différemment. Il y en a, hein. On n'est pas les premiers à défricher ça, mais je pense probablement qu'il faut aller vers ça. Une autre façon de voir le rosier, qui en plus, pour nous autres jardiniers, et les jardiniers qui viennent derrière nous, ferait qu'il retrouverait du goût au rosier, car mon petit doigt me dit que le marché du rosier n'est plus ce qu'il était, que le rosier en pot, bah, on en a fait le tour, et que les gens commencent à avoir plus d'interrogations autour du rosier qu'avant. Je ne dis pas qu'on a mangé notre pain blanc, mais bon, à voir. Révisons avant le virage. Alors très vite, quelques photos de jardins où j'ai pu voir des beaux rosiers. Enfin, vous avez l'impression d'avoir vu ça 10 000 fois. Je ne sais plus où c'était, ça aurait pu être chez Andréev, ça aurait pu être partout. C'est du rosier libre, c'est du rosier généreux, c'est des rosiers grimpants. Les rosiers grimpants, on n'en a presque pas parlé aujourd'hui, parce que c'est des rosiers sans problème. Tant qu'ils sont restés grimpants, tant qu'ils sont restés des vrais grands. Quand on fait des grimpants qui culminent à 1,60 m, et où on est là? C'est grimpant ça? Ça va pas? Eh oh, les obtenteurs là, réveillez-vous! Bon, oui, c'est du gros arbuste, c'est raide, c'est moche, c'est pas beau, ça fait pas l'effet. Les gens sont déçus. Ils se disent, mais qu'est-ce que... C'est pas ça, moi je voudrais... Eh oh, j'ai 3 mètres à garnir, j'ai pas 1,50 m. Donc là, on s'est laissé aller. Et les concours, on s'est laissé aller. On a accepté dans des catégories des rosiers qui n'avaient pas lieu d'être. Vive les rosiers lianes, vive les rosiers vigoureux. Quand on a la place. Là aussi, rosier libre, rosier foisonnant. Attends, où c'est ça? Que je vous dise pas de bêtises. Là, on est chez Yves Gillin. Le premier, on était dans le Nord, à Lompré, chez des amateurs. Là, on est chez un amateur aussi, Yves Gillin, qui a un très beau jardin à Guérande.
Son jardin est entièrement installé sur de la tourbe. On va me dire, oh, le vénard, c'est horrible la tourbe, c'est un truc, il n'y a rien de nutritif, c'est épouvantable, mais bon, c'est un personnage incroyable qui arrive à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, et il a fait une roseraie à sa façon, des beaux rosiers assez écartés les uns des autres, et tout ça est vraiment très sain et très généreux. Là, on est à la haie Foissière, on est donc dans le Maine-et-Loire, si je ne me trompe pas. Ça, c'était quand j'étais jury du fleurissement, et donc on allait visiter des villes et villages fleuris en 3 fleurs, 4 fleurs. Et là, c'est pour montrer que, voilà, les gens des villes, c'est une photo qui remonte à déjà 10 ans, hein, les gens des villes, certains d'entre eux ont déjà pris le virage, de se dire le rosier est avant tout un arbuste, comment je le fais, avec quels autres arbustes je veux l'incorporer, qu'est-ce que j'en fais visuellement, et du coup, on n'a que les avantages et aucun inconvénient, pratiquement. Là, on est dans la Creuse. Alors, c'est un jardin privé. Là, on est très près du jardin de Gilles Clément. C'est une dame qui est fanatique de Gilles Clément, et on peut l'être. Hein. Et utilisation très libre, là aussi, du rosier. Il faut qu'il s'épanouisse. On est dans la campagne. Il n'y a rien qui gêne autour. Et les rosiers sont vraiment à leur aise. Donc, le premier qu'on a vu était probablement un rosier anglais. Là, on a la grande chose qui pousse le long du mur. Là, on est dans l'Essonne, on est à Tremblay. Ça vous dit quelque chose, Tremblay? Bon. J'ai dû y aller, parce que j'ai mis le nom dessus. Moderne, c'est quelque chose qu'on peut voir. À la source, ils ont repliqué pratiquement cette utilisation avec le Perovskaya, qui fonctionne bien avec les rosiers à fleurs simples, qui fonctionne bien avec les coloris un peu péchus. Il faut se défendre. Hein. Mais bien, ça atténue le rosier, et en même temps, ça le met en valeur. C'est bien, ça me convient tout à fait. Ça évite le côté industriel. Maintenant, on pourrait trop d'en faux. On va se lasser. Là, c'est une roseraie dans le Perche. Gérard François, qui est un important horticulteur de la place de Rungis, qui a créé une roseraie très problématique. Pourquoi? Là, elle est assez jolie, et c'est l'année 2004. J'y suis retourné cette semaine, enfin la semaine dernière, et à peu près la moitié des rosiers sont morts. Et il y a encore un tiers à enlever si on veut être tranquille. Et Gérard François lui-même n'était pas très content quand même, mais il a fait déjà le constat. Il a dit, ça me permet de voir que les rosiers que je vendais, puisqu'il est producteur de rosiers en pot, que les rosiers que je vendais ont une durée de vie de 10 ans. Est-ce bien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vous voyez, ça c'est une roseraie voilà, installée avec des rosiers en pot. Normalement, on se dit tout va bien. Greffage. Il a été entraîné dans une sorte de délire, mais ça je comprends, de plantes compagnes, mais là c'est trop. Et puis c'est de l'échantillonnite, je mets ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut quand même faire un peu plus de tâches, un peu moins de plantes disparates, les armatures avec le truc. Dès qu'on met des armatures, ça veut dire qu'il y a un problème. Quoi. Le rosier, il n'est pas fait pour ça. Quoi. Donc, vous voyez, ça partait d'un bon sentiment. C'est comment mettre en valeur le rosier dans un cadre campagnard qui aurait pu fonctionner, et on est passé à côté. C'est un risque. Et je vous dis, vraiment, la moitié est morte, et il y a encore un tiers à enlever. Avec des rosiers vraiment, vraiment en piètre état. Là, on retourne dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, il y avait là aussi, les rosiers utilisés par tâches comme ça, comme un vrai arbuste. On retrouve ce côté arbuste, et il y a beaucoup de rosiers, aussi bien anciens que modernes, qui permettent cet usage, et que j'encourage, évidemment. Et pour finir, c'est aussi un rosier. Le rosier, il n'est pas venu de la planète Mars, quoi. Il est de chez nous, il est écologique. Si on le remet avec des choses un peu plus sauvages, cultivons le côté sauvage du rosier. On sait qu'on va aller vers des problèmes d'entretien, on sait que les communes vont avoir de moins en moins de budget. Cette année, ça va, parce qu'il y a les élections l'année prochaine. Mais on sent bien que, bon, dès que les élections seront passées, on va serrer le kiki. On va serrer le kiki pour l'entretien. Comment on fait? On fait en cherchant. Moi, je dis souvent aux jardiniers, bon, ils n'aiment pas ça, fermer les écoutilles là-bas. Ils n'aiment pas quand je leur dis ça, mais je leur dis 30% en budget pour vous, c'est 30% de bonheur en plus après. Ben oui, ça oblige à faire travailler le cerveau, donc à faire bouger les petites cellules grises. Et bien sûr qu'ils sont capables de nous sortir ça. Il faut qu'ils expérimentent, il faut qu'on leur laisse un peu de moyens pour ça, pour expérimenter.
il faut que nous, en tant que consommateurs, on les encourage, on dise « Wow, on n'avait jamais pas vu les choses comme ça, mais on attend encore 1 an ou 2 pour se faire une idée. Mais par contre, on laisse aller. » Et je pense qu'on aura des bonnes choses à voir de ce côté-là, dans une utilisation la plus décontractée du rosier, sachant que quand on voudra des roses de chez Rose avec la bonne truc, bon, bah, c'est autre chose. On ne mélange pas les genres. Mais je pense que ça ouvre encore tout un horizon. Donc, si une petite conclusion à faire, c'est de nous dire à nous tous, continuons d'aimer les roses, continuons d'aimer les rosiers, ayons l'œil, soyons plus vigilants du porte-greffe, peut-être qu'il va falloir qu'on réapprenne à bouturer. Ah ouais, ils n'aiment pas ça, les rosieristes, quand on dit ça, mais bouturer, il y a beaucoup de roses, de types de roses, ça se bouture facile. Ils vont pousser sur leurs propres racines, c'est pour mieux de pousser sur ces racines que sur la racine d'un autre. Ah. Donc à voir aussi. Donc ça change aussi les habitudes de consommation, de production, d'utilisation, mais ça laisse un boulevard, des boulevards entiers pour la rose, le rosier, les rosomanes que nous sommes, les uns les autres. Et c'est pas du tout en contrariété par rapport à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, parce que je suis persuadé qu'on a flashé sur les mêmes, et d'autres on les a laissés de côté pour les mêmes raisons, parce qu'on dit bon, pourquoi aller là? Il n'a pas fini le travail, allez, continue mon gars. On a envie de dire à l'obtenteur, allez, t'es sur la bonne voie, mais prends ça, allez, on continue, quoi. C'est une recette à améliorer, il y a quelque chose. Donc voilà, on s'en fait pas une maladie, on continue, on se dit que oui, il y a un rosier pratiquement pour tous les usages, mais c'est pas le même rosier. On en fera des choses, mais c'est à nous de nous adapter plutôt que de l'adapter lui. Retapons dans cette diversité génétique, il y a sûrement des choses. La carte génétique du rosier, très bien, sauf si d'un seul coup ils nous disent qu'il faut absolument ces 2 gènes et on va avoir pendant toute une série avec tout ça qui va se ressembler et faire du rosier en plastique. Ça, il faudra être vigilant parce que les chercheurs, des fois, ils ont un goût étrange. Mais bon, on est consommateur, il faut qu'on ait l'œil avisé. Donc voilà, les quelques petites réflexions que je vous mets en pâture. Puis maintenant, échange. Voilà.